ويدي السفراين ويدي تمسلاين السقدش نكوني نلقاين نغوين الزاين نغذ نكونون نفريم ترميت سخرابن سنكوني سوارابن يقارن تزيكني ميدن السلاسوغن ولادي ثغاغن ديما زيغني دنوكي. Oui, puisque les questions sont pas... Alors attendez, monsieur et monsieur. Dans le cas de l'Algérie, est-ce que le gaz et le pétrole, ça rapporte de l'argent à la France, on va dire? Pour moi, je pense que oui. Enfin, je sais pas, mais je pense que oui. Après, pour les avantages qu'on accorde à nos dirigeants, est-ce que c'est dans ça dont il parle, ou bien c'est plus le côté pétrole-gaz? Parce que pour moi, si c'est le pétrole-gaz, je pense que la France a gagné de ça. Vous évoquez le cas de l'Algérie. Le cas de l'Algérie est à part, dans la mesure où il y a eu une première rébellion du pouvoir algérien dès le départ, qui se considérait comme étant socialiste et qui avait tourné le dos un peu à la France. Elle avait fait un pied de nez à la France une fois que l'Algérie était indépendante. Elle était longtemps, avec Boumedienne et un peu Chadli, elle était dans le giron soviétique plus que dans le giron de la France. Et c'est la chute du mur de Berlin qui a relancé un peu, qui a fait table rase des rapports de dualité qu'il y avait auparavant et qui avait mis un peu tout le monde sur le même niveau. Et l'Algérie a été obligée de se remettre dans le giron de la France tout en cultivant chez elle une haine de la France absolument exécrable. L'Algérie, par contre, dans ses relations économiques avec la France, fait souvent du chantage à la France de donner ses marchés à d'autres plutôt qu'à elle. Donc, plutôt qu'aux compagnies françaises, on les donne aux Chinoises, on les donne aux Américains, l'armement on l'achète chez les Soviétiques, on achète quelques éléments de technologie chez les Allemands, un peu chez les Anglais et beaucoup de biens industriels chez les Américains. Enfin, la Chine est aussi en Afrique, on parle maintenant de Chine-Afrique, pardon. Ce qui est... on s'est beaucoup félicité dans les médias là, du marché de Renault. Ce qui est connu, par contre, du côté algérien, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez tous remarqué le ballet que font tous les candidats à la présidence française à l'approche d'élections présidentielles? Il n'y a pas un candidat qui ne fait pas le voyage d'Alger, uniquement pour recevoir le chèque pour financer sa campagne électorale. Mais personne ne le dit. Et on dit que les Algériens remettent des valises de dollars et d'euros à tous ceux qui viennent les voir, et même pour corrompre des fonctionnaires de la Cour pénale internationale, on essaie de les citoyer en leur donnant même des lingots d'or. Donc la pratique de la corruption par l'État mafieux algérien est quelque chose qui a touché, qui peut avoir des retombées, non pas sur le budget de l'État encore en France, mais sur la classe politique qui se fait arroser à sa cible. Monsieur. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'a donnée Farhad concernant la position de la France. Si elle agit de telle manière pour si peu de dividendes, c'est effectivement pour maintenir son rôle de puissance des 5 premiers et surtout s'unir avec les autres puissances mondiales pour parer la route économiquement à la Chine. Je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Voilà, concernant les agissements de la France. Puisqu'on parle de cela, j'ai une question, je sais pas. Oui. Oui. Alors, oui. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, Farhad, bonjour et bienvenue. Voilà, par rapport à ce qui vient d'être dit, moi j'ai quand même quelques... Je vais nuancer un peu l'analyse, effectivement très intéressante qui est faite. Sauf que je citais un juriste qui disait dans le temps, je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale. Vous êtes en train de dire qu'au final, l'État français ne profite pas économiquement ni financièrement de beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre.
c'est des individus, de simples individus, dans le cadre d'un capitalisme peut-être international, qui en profitent. C'est bien ça, je pense, à peu près, grosso modo, le fil de votre analyse et de votre explication. Je pense que, partant de ce principe qu'effectivement, derrière des personnes morales, c'est-à-dire l'État français, il y a des personnes qui agissent, je pense qu'il faut faire les liens nécessaires entre ce qui s'est passé dans l'histoire. Et l'histoire, vous savez, elle se joue sur le temps, mais en même temps, on n'oublie pas la Libye. Ils sont partis où, les diamants de Libye? Les États se sont ossifiés et se croient éternels, et on s'est rendu compte qu'une fois que le mur de Berlin est tombé, il n'y avait plus la Libye de couver des dictateurs ou des dictatures. Donc on a commencé à supplier les dictateurs de s'en aller ou de faire des façades démocratiques à travers l'Afrique. Sachant que, effectivement, il y a une déstabilisation mondiale si tout d'un coup tous les pays se reconfigurent. Donc on voudrait avoir une reconfiguration au compte-gouttes tout en sauvegardant les intérêts immédiats. Ce qu'on tire comme avantage géostratégique hier, la France, de la situation de l'Afrique, c'était que le camp communiste soit contenu. C'était la doctrine du containment. Il fallait absolument maintenir les dictateurs, quoi qu'ils soient, il faut absolument les soutenir. Mais aujourd'hui, il y a un autre paramètre qui est entré en jeu, c'est la taille et le rang de la France, la place géostratégique de la France à travers le monde. Elle est de moins en moins évidente. Et le fait de dire, d'avoir la mainmise sur des dictatures, montre que la France a encore un avenir dans la place qu'elle occupe. Je pense que la symbolique à ce niveau est plus importante que la retombée économique. Vous voyez, par exemple, on a aidé le Mali après la déclaration d'indépendance de l'Azawad, on l'a soudé par la force, en anéantissant l'indépendance des Touaregs. Et les premiers contrats aurifères qui ont été faits par le nouvel enfant de Bamako, c'est avec des Chinois et non pas avec les Français. Donc, c'est comme si la France pêchait pour les autres. C'est-à-dire que même ses intérêts ne sont pas réellement sauvegardés. Hormis cette idée de grandeur de la France, qu'il faudra un jour définir, qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pratiquement rien. Pourquoi la France, une fois qu'elle s'engage en Centrafrique ou ailleurs, il demande l'aide de l'Europe? C'est comme Bendit, quand la France s'est engagée à Bamako et qui n'avait pas les moyens d'intervenir, il avait dit, la France a demandé aux Européens de l'aider. Et les Européens ont dit qu'on va donner un peu d'argent pour vous aider, mais pas d'hommes. Et quand Bendit avait dit ceci, les Européens nous disent, envoyez vos soldats, nous envoyons nos infirmières. Voilà la situation dans laquelle se trouve la France. Et cela s'est répété en Centrafrique. Une fois que la France s'est enlisée là-bas, ils demandent l'aide internationale. Quand la France est intervenue en Libye, et c'est dit dans le livre, au bout de 3 jours, la France n'avait plus les moyens logistiques pour bombarder la Libye, les positions de Kadhafi. N'était l'approvisionnement américain, la France aurait capitulé, aurait abandonné les frappes au bout d'une semaine. Vous voyez? Donc ce qu'on tire réellement la France en tant qu'avantage, en termes d'échanges économiques avec les pays africains, est absolument minime. C'est-à-dire qu'il y a trop de bouches à nourrir entre-temps, et ces pays-là gagneraient plutôt à être des démocraties, à reconfigurer la géopolitique. Comme ça, il y aura plus d'échanges économiques et la France gagnerait 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus qu'elle ne gagne aujourd'hui. Nous ne comprenons pas la timidité de la France à aller dans le sens de la liberté du peuple.
C'est comme si ces intérêts allaient être fondamentalement remis en cause, alors que c'est là justement qu'il y a ces véritables intérêts. Parce que les échanges avec des pays libres seront décuplés et la France ne s'en portera que mieux. C'est Farhad, quelles sont les raisons qui ont poussé la France, par exemple, à bombarder la Libye et à en finir avec le Kadhafi et son régime? Vous avez les informations que j'ai. Elles sont un petit peu contradictoires, quoi. Sarkozy avait envie d'en découdre avec Kadhafi parce qu'on a dit qu'il a été financé par ce dernier et sa mort serait une preuve, ferait disparaître les preuves de cela. On voit que ça n'est pas tout à fait vrai puisqu'on le dit encore. On le dit encore. Et c'est trop simple comme raisonnement aussi. Hein. C'est trop simple. Je pense qu'il y a aussi, je ne pense pas que ce soit cela qui a décidé la France, il y a une stratégie internationale de reconfiguration du monde. Cette reconfiguration, moi je l'appelle de tous mes voeux. Je ne voudrais pas qu'on maintienne la géopolitique issue de la colonisation. Comment se fait-il que la géopolitique issue de Yalta, de 1944-45, ait disparu, on a tout fait pour la bazarder, et celle issue de la colonisation, qui est plus ancienne, on la maintient alors qu'il est inique, il est criminel en elle-même. C'est ça que je veux. Donc, j'appelle de tous mes voeux cette reconfiguration du monde pour que chaque peuple accède à sa liberté, à son propre respect dans son existence. Maintenant, cette reconfiguration, elle se fait aussi entre grands décideurs du monde, au sein du Conseil de sécurité, et il y a un damier qu'on veut refaire aujourd'hui, mais sans les vrais peuples. Sauf que, il y a les aléas du moment, et les Kurdes qui ont été tronçonnés par les accords de Sykes-Picot et autres, se retrouvent être les sauveteurs du monde occidental. Et on mise sur eux pour revenir. On voit que maintenant, les véritables peuples ne sont pas ceux qui versent dans la haine de l'Occident ou dans la haine de l'autre, mais ceux qui veulent se développer eux-mêmes, être eux-mêmes fidèles à leurs valeurs, c'est-à-dire du respect des autres, de loyauté, de la parole donnée et du respect du bon voisinage en général. Je reviens à votre livre. Oui, je vous redonne la parole, mais simplement, ou alors on regarde la question réserve, mais j'aimerais bien que vous y répondiez. Dans un de vos derniers chapitres, vous dites la France connaît-elle, vous posez la question, la France connaît-elle ses vrais amis en Afrique? J'aimerais que vous expliquiez ce que sont ses amis, même si dans ce chapitre, vous prenez l'exemple de la Kabylie, ça n'est pas la question que je voulais poser. Oui. Mais, voilà. Mais peut-être, je ne voudrais pas vous frustrer, il y avait deux questions, c'est ça? 3, 4, 5, 6, 7. Bon, vous avez, on va dire, accusé tout à l'heure les hommes politiques français d'aller chercher des valises à Alger avant les élections présidentielles. Mais quel serait l'intérêt du pouvoir algérien d'arroser comme ça les politiques français? Voilà, vous avez une réponse. On a fait élire une momie en tant que président de la République. Avec un secret médical délivré par le Val-de-Grâce Oui, pour la présidentielle. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect géopolitique. L'aspect géopolitique, la France tient toujours à garder une sorte de mainmise sur ce qu'a été son empire colonial. Il y a maintenant les faveurs qu'on peut trouver, des arrangements qu'on peut trouver en tant qu'homme politique généralement, auprès des décideurs ou du pouvoir algérien. Ça, ce sont des valises. Ça, c'est pour des enrichissements personnels. Ça entretient des liens suffisamment solides avec des valises d'argent pour reconnaître au pouvoir. Ma question à M. Farhad, c'est que est-ce que les peuples africains aujourd'hui sont prêts intellectuellement, financièrement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, à être vraiment capables de se prendre en main, c'est-à-dire les Africains, les peuples africains, s'autogérer? Est-ce que plutôt ne pas maintenir cette continuité d'avoir un tuteur
un protecteur, voilà, à nous rassurer un petit peu. En 1923, à la SDN, avait dit que les peuples qui ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes, il est bon que ce soit les Européens qui les gouvernent. Voilà, justement c'est le cas, peut-être. Peut-être c'est le cas, donc c'est une bonne chose. Non. Ça s'appelle tirer une conclusion hâtive. Non, ça c'est un regard. Ça c'est un regard d'un colonialiste, d'un dominateur. Ils n'ont jamais regardé ces peuples-là vivre auparavant. Ils ne faisaient pas de guerre. Il n'y avait pas de guerre en Afrique. Avant la colonisation. Donc ils savaient se gouverner. Ils savaient se gérer, s'autogouverner. Mais dire ils ne sont pas en mesure de s'autogouverner, c'est un regard, à mon sens, raciste. En vertu de quoi ils ne sont pas capables de s'autogouverner. Ali Yahya Abdelnour a déclaré que le MAC a le droit d'exister, mais il est contre l'idée de l'indépendance, de laisser la richesse de Sahara. Écoutez, Maître Ali Yahya est un ami personnel pour qui je voue tendresse et affection et beaucoup de respect. Nous avons fait la prison ensemble et nous avons affronté la Cour de sûreté de l'État du 16 au 23 décembre 1985 à la Cour de sûreté de l'État à Médéa. C'est quelqu'un que je considère comme mon père. Il a l'âge de mon père. Il a sa conception des choses. Et dès que nous avons parlé d'autonomie, il a aussitôt donné des signes d'intéressement sur le plan intellectuel à l'idée, et nous nous sommes vus plusieurs fois. Donc c'est quelqu'un de très au courant. Il ne rejette pas a priori. Hein? Il ne rejette pas a priori, vous voulez dire? Non, il n'a pas rejeté a priori, sauf que la Ligue qu'il présidait, au plus chaud des événements de Kabylie, du Printemps Noir, il a toujours eu peur, les hommes qui ont rédigé le rapport au sein de la Ligue, de parler uniquement de Kabylie. Il fallait associer la Kabylie à d'autres territoires pour que ce soit valide, parce que ça vient des Kabyles. Vous voyez? Et s'il y a le syndrome du Juif, il y a le syndrome du Kabyle aussi. Hein. Mais Abdelnour est un homme de paix, de sagesse, un défenseur invétéré des droits de l'homme, et je pense qu'il a été façonné, et lui aussi, par le mouvement national algérien, par la 4e République et la 5e, et donc il a aussi baigné dans le comité central du FLN qu'il a porté. Il était dans le syndicalisme avec Aïssa Tidir pendant la guerre. Il a fait la prison. Je conçois que j'admets qu'il ne puisse pas concevoir que la Kabylie puisse se dissocier du reste algérien. Mais l'argument de dire que nous n'avons pas le droit de laisser l'ensemble des richesses à d'autres, c'est juste laisser s'exprimer son ventre et non pas sa tête. Je pense que nous devons plutôt réfléchir à la meilleure manière de vivre dignement, autant que nous sommes. Ces richesses-là, s'ils existent, et qu'ils ne sont pas kabyles, c'est que nous les prenons à d'autres. Nous n'en avons pas le droit. Nous ne dénonçons pas le colonialisme pour en faire un kabyle. Un homme politique français qui dit à peu près la même chose. J'ai écouté dans une émission que j'ai vue sur France 2, chez Ruquier, qui dit exactement, c'est Bernard Kouchner. Et bien, la question est la suivante: est-ce que vous avez été par exemple contacté par des responsables politiques ou des gens qui sont fortement médiatisés par rapport à cette question, voilà, par rapport à votre réflexion? Parce que je pense, vous êtes homme africain, homme européen, mais vous avez, moi de ce que j'ai vu, vous avez à peu près la même réflexion, et ça tombe au même moment. Donc je voulais savoir si vous aviez eu un soutien par des gens. En tous les cas, j'ai beaucoup de satisfaction
que des idées défendues depuis 2010 puissent trouver écho ou être dites par un homme de la stature du Kouchner, et que cela prouve seulement qu'un processus de réflexion est en maturation aujourd'hui, et il va probablement prendre en considération cette nouvelle donne, cette nouvelle façon de voir, et j'ai bon espoir personnellement que l'ensemble des élites politiques, pas seulement françaises mais occidentales, y accèdent. Et vous n'avez pas, pour répondre à la question, de contact direct actuellement avec... Je n'ai pas de contact personnel, je n'ai pas eu l'honneur d'approcher M. Kouchner. Je voudrais vraiment le faire, mais avec tous les hommes politiques français, je reste disponible. Ne pensez-vous pas que l'intervention française avait pour objectif premier de la protection des champs de gaz qui se trouvent à la frontière algéro-malienne? Parce que l'Algérie, à l'horizon 2017, s'apprête à produire 60 milliards de mètres cubes de gaz de schiste. Et ça, c'est à destination de la France en particulier et de l'Europe en général. Donc, qui va se substituer au gaz de l'URSS. Donc, un chantage. Donc, l'intervention française, moi je pense, à mon sens, qu'elle a un seul objectif, c'est de protéger les champs gaziers de l'ergue occidentale et du plateau de Tadmaït. Un ancien patron de la DST dit à peu près la même chose. Il dit, regardez où sont les gisements de gaz, vous saurez où il y aura les prochains conflits. Pour autant, on a vu quand même qu'avec la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de champ de gaz ni quoi que ce soit. Par contre, ce que la France a prévenu, a essayé de prévenir en intervenant en Côte d'Ivoire, c'était l'idée de la refondation de la géopolitique. La France a construit des États à son image, comme Dieu a fait l'homme à son image. Elle ne voudrait pas qu'il y ait un processus de remise en cause de ses frontières qui pourrait éventuellement la secouer elle-même. Donc elle veille sur un modèle, le modèle jacobin, et c'est pour ça qu'elle est intervenue. Autrement, la Côte d'Ivoire est coupée en deux. Il y a le nord et le sud, et ce sont deux peuples différents. Et... La région. Voilà. Toute la région est absolument. Donc c'est plutôt cela. Maintenant au Mali, c'est plutôt le principe de l'indépendance de l'Azawad qui était insupportable, aussi bien pour la France, à cause toujours du même concept d'État, mais aussi à l'Algérie, qui craint que cela ne crée un précédent et que les Kabyles n'en profitent, par exemple, parce qu'ils sont les plus remuants pour le moment dans ce sens-là. Moi, je voudrais revenir sur l'idée de l'autonomie de la Kabylie, c'est-à-dire quelle est la conception que donne Farhad sur la notion d'autonomie de la Kabylie pour être à la fois lu, écouté et entendu, à la fois par le peuple de France, mais surtout aussi par les officiels français, parce que, au demeurant, même si c'est une idée novatrice, on peut les trouver dans la pensée des Lumières, on peut encore pousser encore plus loin. Pourquoi aujourd'hui, justement, auprès des hommes de lettres de France, des hommes qui ont pignon sur rue, des hommes qui sont dans les médias, pourquoi cette idée, même si elle avance, elle ne s'articule pas suffisamment, on n'a pas encore d'écho, au contraire, on se fait même virer dans nos médias kabyles. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? L'autonomie a été une première revendication pour nous. Cela nous avait permis de remettre la Kabylie dans le lit de l'histoire, dont elle a été évacuée à un moment donné. Une fois que cela est assis en tant qu'opinion kabyle, nous sommes passés à l'idée, au concept d'autodétermination. C'est le principe par lequel les peuples s'indépendantisent. Dans une autonomie, cela suppose qu'il y a un État qui se dessaisit de prérogatives, de ses propres prérogatives, pour les confier de manière limitée à un territoire donné.
Le fédéralisme, c'est l'inverse. Cela veut dire qu'il y a des États qui ont une souveraineté et qui la remettent. Et qui en remettent une grande partie entre les mains d'une autorité supérieure. Au vu de l'évolution du monde, j'ai étudié pratiquement l'ensemble des cas d'autonomie à travers le monde. Et c'est pour cela que personnellement, j'ai changé de fusil d'épaule et je suis passé de l'autonomie vers l'autodétermination. À travers tous les cas existants de par le monde, je n'ai pas trouvé un seul peuple heureux, un seul peuple autonome heureux. Il n'y a pas de peuple autonome qui n'aspire pas à son indépendance. Regardez, nous sommes près de la Belgique. Nous sommes dans un État fédéré, pratiquement, et on voit la situation dans laquelle ils sont. On voit les Catalans, on voit jusqu'en Angleterre. Voilà. Donc là, la revendication d'une autodétermination m'est parue, à un moment donné, vitale, et je me sentais coupable, comme un criminel, que de persister dans la voie de demander une autonomie, en sachant que demain, d'autres générations de Kabyles viendront derrière pour me bannir, pour me damner de les avoir mis dans une situation d'impasse. Voilà. Donc, autant prendre les choses par les cornes tout de suite. Ah bah. Oui. C'est vrai, je vais commencer par une petite remarque. En préparant cette rencontre, j'ai cherché personnellement votre livre, que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas lu, donc je ne connaissais pas son contenu. Alors on le trouve au fond, on le trouve là, mais bon, poursuis ta question. Il n'y a pas de problème, en repartant, je prendrai avec moi le livre. C'était l'occasion de placer, parce que j'avais oublié de le dire tout à l'heure. J'étais venu avec un peu d'appréhension, surtout quand j'ai lu le titre. Le titre, il n'est pas bon. Il provoque. Pire que ça, il n'est pas bon. J'espère qu'il n'est pas de vous. Ça, c'était pour la remarque. Pour la question, je vais revenir au MAC et merci à... Celui-là où la France va-t-elle perdre en Afrique? La France va-t-elle perdre en Afrique? Oui. Vraiment, le titre, il n'est pas bon, hein. Vraiment. C'est une question. J'aimerais revenir sur le MAC. Vous qui êtes un grand militant de la démocratie, un ami de Saïd Saadi, que vous avez cité tout à l'heure, un ami de Mohamed Al-Harbi, que vous avez cité aussi tout à l'heure, avec votre démarche de l'autonomie de Kabylie, est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes tout seul, parce que vos amis ne vous suivent pas? Je l'ai été au début. Mais ça, c'est le cas des pionniers. Tout est des nouvelles, mais un certain temps pour être apprécié, être accepté. J'étais peut-être seul, nous étions une poignée d'individus. Aujourd'hui, il n'y a pas une force politique au Kabylie qui mobilise autant que le MAC. Cela veut dire qu'il y a adhésion. Je ne suis pas seul. Je n'ai pas... Les individus comptent peu. C'est la grande masse de la population qui compte. Et celle-là, elle adhère au projet de liberté que nous défendons. Concrètement, comment, je rebondis sur la question, comment pouvez-vous le dire concrètement, ça se sort comment? Si ce ne sont pas des adhérents, comment pouvez-vous dire cela? Il y a, Saïd Saadi a été président d'un parti. Aujourd'hui, officiellement, il n'est plus président. Mais il n'y a plus l'animosité qu'il y avait entre nous après mon départ du RCD en 1995. Aujourd'hui, on peut prendre un café, lui et moi, quand on veut. Tiens, café. Pas forcément. Disons que nous discutons. Et les discussions ne sont pas exemptes de convergence. Toutefois, de par sa structuration, de par son implication dans le régime algérien, à travers les élections, à travers le fait d'avoir fourni
des ministres à l'État algérien, le fait même d'avoir lui-même été un conseiller de Bouteflika, n'oublions pas, a fait qu'il n'a plus, à mon sens, et qu'il m'excuse si je me trompe sur lui, il n'a peut-être plus toute son autonomie de décision en la matière pour exprimer ses véritables idées concernant la Kabylie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Prenez le livre sur Amirouche. Pourquoi il n'a pas écrit un livre sur Sid Hawass? Pourquoi il n'a pas écrit un livre sur le colonel Lotfi? Il a écrit sur Amirouche, sur un colonel kabyle. Et tout son livre développe l'idée que les Kabyles ont été combattus depuis le début. Et qu'il y a un anti-kabylisme structurel des institutions algériennes. Cela rejoint, qu'on le veuille ou non, de près ou de loin, la démarche qui est la nôtre. Et rien que pour cela, je lui suis gré personnellement d'avoir au moins mis en évidence un certain nombre de vérités. M. Moukarnet Larbi est un avocat. Il est plutôt... Il n'est pas très porté sur l'analyse politique. Mais nous sommes des amis. Et quand il vient à Paris, nous prenons un café ensemble. Moi, je voudrais dire, comme à ma Farhat, il ne faut pas avoir peur des mots. La question qui a été posée par monsieur, pourquoi tu te retrouves tout seul, il faut dire les mots comme ils sont. Parce que la décision émanait de toi personnellement, il n'y a pas eu de concertation. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens commencent à regarder par la petite lorgnette ta démarche. Le reproche qu'on te fait tous, c'est d'avoir initié ce mouvement seul, sans concertation. Il ne faut pas avoir des mots, il faut les dire. Cela t'affranchira de cette situation-là. Voilà. Je fais ce que ma conscience me dicte. Ce n'est pas parce que un grand nombre donnent leur tête pour se faire couper la tête que moi je dois le faire de la même façon. J'ai été pionnier, j'ai assumé mon parcours du combattant, ma traversée du désert, mais c'était le prix à payer. Pourriez-vous vous mettre à ma place et essayer de réunir, pour concertation, le FFS et le RCD à la même table, sur un des sujets quelconques? Allons-y. Et surtout que chacun avait déjà sa conception de l'Algérie et son projet pour l'Algérie. Personne d'entre eux n'avait de projet pour la Kabylie. Il fallait que quelqu'un se lève pour le faire, je l'ai fait. Mais la Kabylie, non seulement aujourd'hui me pardonne d'avoir osé, mais me salue. Et c'est ça l'essentiel. Juste pour un petit peu éclairer un peu la remarque qui vient d'être faite, les grands combats, les grandes idées se font sur le temps. Et c'est jamais facile de mener une grande idée. Des grands personnages l'ont fait, mais avec pas mal d'années devant. Gandhi, Martin Luther King ou Mandela. Je pense qu'il suffit d'un homme qui puisse justement avoir les idées solides pour mener un vrai combat qui puisse déboucher sur une lumière. Donc ça, c'était juste un aparté. En revenant sur l'autonomie de la Kabylie, je voulais savoir où s'en est l'idée du référendum que vous avez déjà évoqué il y a quelque temps. Est-ce qu'il y a un calendrier, une échéance à venir pour le réaliser? Et comment vous allez sensibiliser la population kabyle, parce que c'est quand même le cœur de l'avancement de cette autonomie, comment vous allez la sensibiliser justement pour d'abord les encourager à aller voter dans le cadre de ce référendum, et puis pour faire adhérer la majorité, l'ensemble des Kabyles, vers l'autonomie, voire l'indépendance. Nous en sommes, depuis 2010, au gouvernement provisoire kabyle. À partir du gouvernement provisoire kabyle, nous avons créé une agence d'information kabyle, Siwon. Nous avons mis sur pied un hymne national kabyle.
nous finissons le vote pour le drapeau kabyle. Nous venons de réaliser une conférence nationale kabyle avec tous les cadres et toutes les sensibilités de la Kabylie pour justement qu'on aille ensemble vers un destin de liberté. Il y aura à un moment ou à un autre mise sur pied d'un parlement kabyle qui va élaborer une constitution. Si j'arrive à faire tout cela lors de mon mandat, qui doit expirer normalement en décembre 2016, je serai le plus heureux des hommes et je me retirerai avec la conscience tranquille. Voilà. Concernant maintenant le vote et la conscientisation des Kabyles, ce que je suis en train de faire, y participe parce que je sais que vous allez répercuter cela auprès de tous ceux que vous connaissez. Question. De mon point de vue, je pense que Farhat est libre d'aller où il veut, quand il veut. Mais je n'ai jamais compris pourquoi tu as été en Israël. Aller en Israël, je ne pense pas que cet État-là soit le modèle un modèle de pays dans lequel on peut s'inspirer. C'est-à-dire, ce n'est pas l'Espagne, hein, ce n'est pas la France, ce n'est pas la Suède, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas le Canada. Mais Israël, je n'y vois aucun mal, je n'ai pas un esprit tordu, je veux simplement comprendre pourquoi tu as été en Israël. Israël, qu'on le veuille ou non, est un État démocratique. C'est un État démocratique et je ne vois pas pourquoi je participerai à l'isolement d'Israël, lui qui se bat pour la liberté. Qu'il y ait un pays à côté, un peuple qui souffre de sa domination, nous pouvons en discuter. Et qui vous dit que moi je n'ai pas été plaidé aussi auprès des Israéliens pour un État palestinien, vous n'en savez rien. En tous les cas, ce n'est pas par le boycott qu'on règle les problèmes, mais par la discussion et le dialogue. Quatrièmement, je ne sais pas si vous avez vu l'évolution des Palestiniens eux-mêmes. Le massacre de tous les responsables du Fatah par le Hamas. C'est-à-dire que la cause palestinienne, maintenant, n'est plus la cause en elle-même. C'est la cause des Arabes ou la cause des islamistes. Si c'est un peuple qui se bat pour son existence, il en a le droit. Et je ne peux qu'avoir notre soutien. Si c'est pour défendre les Arabes, ou pour défendre les islamistes, ou l'islamisme, ça, j'ai le droit d'avoir mes réserves personnellement. Pour le moment, Israël nous a fait l'amabilité et la fraternité de nous recevoir, nous y avons été, et nous y retournerons, si besoin en est. Vous saviez à l'avance que ça allait déclencher à Tolède. Tout à l'heure, je le savais, je le savais, et puis, personnellement, je voudrais casser ce racisme anti-juif qui existe chez bon nombre des gens de chez nous. Nous allons vers la réconciliation entre humains et non pas vers la haine entre humains. Si un problème de peuple existe, nous devons le débattre et nous devons le solutionner. Ce n'est pas toujours audible, effectivement. Voilà. On va revenir un petit peu sur les vrais problèmes ou les vrais soucis du mouvement pour le taux de détermination de la Kabylie. Alors, dernièrement, on a vu l'Écosse qui a perdu ses élections. Est-ce que ça vous encourage de continuer dans ce chemin? Et si c'est oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche à suivre pour le développement économique de la Kabylie? Je poursuivrai dans cette voie et je sais que les Écossais reviendront à la charge dans quelques années. Et ils gagneront. Comme nous, nous allons gagner aussi. Sur le plan économique, ce qui serait préjudiciable à la Kabylie, c'est de rester dans l'état qui est le sien, c'est-à-dire que son budget est fixé ailleurs par des gens qui ne la connaissent pas et qui n'en connaissent pas les aspirations et les priorités.
tant que le budget de la Kabylie est géré par l'État algérien, elle ne se développera jamais. Parce que l'État algérien a pour fonction de brider ces régions plutôt que de les libérer. C'est le contrôle politique qu'on recherche et non pas le développement économique. Voilà. Rien que pour cela, il faut s'affranchir de la tutelle d'Alger pour amorcer son développement économique. Sinon, la Kabylie est très riche. Économiquement, elle a des ressources naturelles immenses. Nous avons par exemple du pétrole, nous avons du gaz de schiste dont on parle tant, mais nous nous sommes opposés à ce que l'Algérie commence l'exploitation du gaz de schiste en Kabylie. Nous avons du chêne-liège, nous avons plus que et mieux que le Portugal, qui récolte bon an mal an 5 milliards à 10 milliards de dollars d'exportation. Nous avons le 5e plus grand gisement au monde de plomb et de zinc qui donné aux Australiens, à Tal Hamza, près de Fgaïs, et dont il n'y a aucune retombée de développement économique pour la Kabylie, financière en tous les cas. Nous avons la plus grande source d'eau d'Afrique du Nord. Nous pouvons arroser toute l'Afrique du Nord pour 100 ans. Et notre eau nous est confisquée, nous sommes spoliés de cette eau. Ce n'est pas que nous ne voulons pas la donner à d'autres. Notre eau servira à étancher la soif de tout le monde, mais qu'elle ne soit payée. Il y a une juste rémunération que la Kabylie ne reçoit pas aujourd'hui. Et ainsi de suite. Sans compter la fiscalité qui a été complètement sévère en Kabylie, tandis qu'elle s'évapore ailleurs. La Kabylie, avec les calculs de 2002, il y avait pour le budget total hors hydrocarbures de l'Algérie, la Kabylie participait pour le tiers. Et ce n'est pas la région où il y a le plus d'investissement, où il y a le plus de richesse économique particulière. Mais surtout qu'il y a juste le fait que le fonctionnaire kabyle est un fonctionnaire modèle qui a à cœur le fait de servir l'administration. Voilà, Ferhat, je vous remercie. Il va falloir conclure, malheureusement. Il va falloir conclure. Alors, voilà, peut-être après, nous devons rendre... Je voudrais questionner l'artiste, l'album... Justement, nous allons écouter pour la fin... Où en est-il? Où en est alors, l'album est-il sorti? Je voudrais questionner l'artiste. Voilà. Sur fond musical, peut-être. Mais ça n'est pas le dernier album. J'espère. Je vous assure, on n'a pas piqué les maquettes. Non, le disque est fini, masterisé depuis le mois de février, mais j'ai tardé à réaliser la pochette, les traductions, le livret qui va avec. Je pense en faire cadeau à la Kabylie et au monde et aux Amazirs pour une année prochaine. Voilà, merci beaucoup à vous. Le temps a vraiment passé très vite. Je suis désolé pour les petits accidents techniques là, qui ont émaillé cette rencontre. Finalement, on s'en est sorti. Vous pouvez trouver le livre au fond de la salle, ici à côté. La France va-t-elle perdre l'Afrique? Je ne sais pas s'il y a aussi le siècle identitaire. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Merci. Je signale aussi que avant que vous n'arriviez, Ferhat, il y a eu une grande crainte parce que le site internet du Club de la Presse a été piraté. Le vôtre aussi, je crois, a été approché. Bon. Alors il y avait une crainte. Ça s'est très bien passé, je vous en remercie. Vous voyez qu'on peut débattre correctement, échanger des idées. C'est bien le but de ces mardis de l'info. Et c'est pour ça que je vous donne rendez-vous à nouveau le 16 décembre à l'espace Mars, si c'est libre, je pense que ça le sera. Et là, nous parlerons Palestine, nous parlerons Israël, à nouveau. Merci Philippe. Merci à vous, merci à ترميت سخرافن سنكوني سوارافن يقارن تزيك النيم
نسل سوغن ولادي ثغاغن ديما زغني تنو